mettre les coraux. Et petit huilateye. Comme à l'accoutumée. Nana toi yao. Sommes de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission où dansent les cultures des Outre-mer. Il y a un savoir-faire indéniable du côté de la danse contemporaine dans ces terres des Outre-mer, que ce soit sur place ou à travers les parcours de celles et ceux qui s'adonnent à cet art et qui sont loin de leur territoire d'origine. Et pour en avoir rencontré quelques-uns qui sont venus jusqu'à ce micro décortiquer avec nous le geste dansé ou le geste chorégraphique et tout ce qui fait l'attrait des pièces jouées avec les corps, l'oreille hardie, c'est aussi que ça se raconte très bien avec les mots, qu'il est possible de rendre accessible à nos oreilles ce que les yeux ne comprennent pas toujours. Et nous essaierons encore cette fois-ci de saisir cet art de la danse contemporaine avec notre invitée du jour. Elle est jeune dans sa pratique, mais déjà avec à son répertoire de belles créations qu'elle a imaginées et interprétées elle-même, sans oublier de prêter son corps et son talent singulier à d'autres projets, à d'autres chorégraphies. Elle nous racontera son cheminement de la Guyane à Paris, en passant par les États-Unis et Israël, et nous dira la ligne créatrice qu'elle suit depuis. Au creux de notre oreille cette semaine, Johanna Malédon. Johanna Malédon, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes danseuse, donc interprète et également chorégraphe. Vous avez 3-4 spectacles, je crois, à votre actif. L'oreille hardie commence toujours avec un autoportrait dressé par nos invités. Comment vous, Johanna Malédon, en quelques mots, en quelques lignes, vous vous présentez au monde? Qui êtes-vous? Question particulière. Comment je me présente? Forcément Johanna Malédon. Danseuse et chorégraphe, je tiens aux deux termes que j'adore associer et qui me portent beaucoup aujourd'hui pour continuer d'évoluer sur mon parcours. Et guyanaise, forcément, née là-bas, habitant à Paris et amoureuse du monde, voyageuse. Voilà. Danseuse et chorégraphe, il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre pour vous? Forcément, il y en a un qui prend le pas sur l'autre en fonction de ce qui se passe sur le moment même. Il y a des rôles et des chapeaux qui s'échangent et j'adore ça. Mais en général, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit et que j'ai commencé en même temps. C'est-à-dire que ma carrière d'interprète a démarré en même temps que mon parcours de chorégraphe et se nourrit forcément. Du coup, ça me pose beaucoup la question en tant qu'interprète et en tant que chorégraphe, où est-ce que je me situe ? Ou est-ce que je suis à l'initiative et à l'impulse aussi de ce qui sort du corps? Ou est-ce que je me définis ou me dédéfinis? Donc pour moi c'est ensemble et ça se nourrit. Je vais vous demander de définir votre danse, ce qui caractérise votre façon d'interpréter et votre façon de chorégraphier. Ouais. Tout de suite, le mot qui me vient à la tête, c'est instinctif. J'ai une recherche énorme du moment présent et c'est quelque chose que j'ai pu aussi, que je peux toujours aujourd'hui remarquer quand je suis interprète pour d'autres chorégraphes, c'est que j'ai la chance de travailler avec des personnes qui me laissent énormément de liberté et qui nourrissent en fait une sorte de personnage ou de caractère à définir avec des mots, avec des sensations, avec une posture qui me permet de pouvoir trouver une grande forme de liberté. Et dans mon travail, c'est ce que je recherche. Comment, avec les interprètes aussi, comment nourrir en fait une sorte de personnage qui va pouvoir se développer au plateau, se développer au fil des représentations et être toujours aussi mouvant et au présent. Vous avez insisté sur le fait que vous étiez guyanaise, vous exprimez avec votre corps, donc voilà, c'est le principe même de la danse. Qu'est-ce qu'il y a de guyanais dans votre danse? Ce qui est guyanais dans ma danse, je dirais moi, moi par mon éducation, par ma culture et aussi le corps que ça me donne et aussi l'état d'esprit. Il y a quelque chose que je sens ancré,
que je sens en énorme rapport avec la nature et avec la terre, avec les énergies aussi beaucoup, parce que voilà, c'est un territoire qui est à 80% fait de nature, avec l'Amazonie. Et puis il y a aussi, parce que j'ai un corps très sportif, ma famille, voilà, c'est une famille de sportifs. Et dans ça, j'ai voulu chercher et redonner de la place aussi au corps qui est disponible, malléable, qui s'adapte constamment et qui trouve en fait des chemins avec ce qui lui est donné comme possibilité. Et c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de pouvoir continuer à avoir une danse très physique sans, j'espère, sans toucher trop de limites, mais en les cherchant, en essayant de les repousser. Voilà. Moi, je vous ai vu, on va parler des spectacles que vous avez chorégraphiés par la suite, mais je vous ai vu tout dernièrement donc, dans ce spectacle intitulé Le Banquet des Merveilles, dans cette pièce chorégraphiée par Sylvain Groux. Et effectivement, j'ai remarqué, il ne faut pas comparer avec les autres danseurs, mais voilà, vous racontez la même chose que les autres, la même histoire, si j'ose dire, mais vous avez, vous, un ancrage particulier. Mais vous le ressentez quand vous dansez ? Je le ressens et je le recherche aussi. Je le ressens... parce que pour moi, c'est comme une base. Il y a quelque chose où j'ai ce besoin-là de m'ancrer, mais j'ai la phrase « ground to grow » qui est vraiment un peu mon modo. Vous allez le traduire. Et s'ancrer pour grandir, pour pousser, pour aller chercher aussi vers le haut. Oui, c'est une recherche, c'est un peu une base sur laquelle je m'ancre pour appréhender un peu tout ce que l'on peut me proposer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand on me laisse l'espace pour toucher à ça. Est-ce que c'est quelque chose que je ressens ? Je le ressens et en même temps, j'ai eu dernièrement des petits ressentiments par rapport à ça où en fait on finit par te catégoriser aussi en tant que danseuse on me surnomme aussi parfois le bulldozer, beaucoup. Et c'est quelque chose qui peut parfois enfermer. Et que dans mon dernier solo, c'est vraiment quelque chose que j'ai questionné sur comment cet ancrage peut aussi me permettre de pouvoir m'en détacher. Et au niveau émotif ou personnel, d'où ça vient en fait, c'est ce besoin-là d'ancrage. Parce qu'il y a eu un départ très très jeune. Départ de la Guyane. Un départ de la Guyane très très jeune, justement pour pousser un peu plus mon parcours en tant que danseuse et finalement chorégraphe également. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai senti, par rapport à mon amour justement pour ce voyage et pour les différentes cultures que j'ai pu rencontrer, de me créer en fait une base qui est dans mon corps, qui me suit et qui est avec moi pour rencontrer aussi l'autre et pas perdre pied. On va remonter un peu plus loin. Quand même, vous disiez que vous étiez une famille de sportifs. On vous destinait à cette carrière de sportif. Oui, complètement. Mon père est un amoureux du sport. J'ai aussi mon cousin Théo Malédon qui est un sportif de basket très 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 présent. Et j'étais destinée au tennis avec ma grande sœur aussi qui s'appelle Janissa. Et on a eu comme modèle Serena et Venus Williams avec des vidéos que mon père nous mettait tous les jours à regarder. Il était professeur de tennis. Il y avait vraiment cette envie-là de se mettre au sport et d'en faire un métier. Vous auriez pu être les sœurs Williams de la Guyane. Apparemment. J'ai décidé autrement. Et par contre, ce qui reste, c'est la passion. C'est quelque chose où, dans mon éducation, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a apporté quand on se met dans quelque chose, on y va à fond, jusqu'au boutiste. J'en parlais encore hier avec ma mère. Et voire d'obsession et de choix. Quand tu fais un choix et quels sont les moyens que tu te donnes, où du coup il n'y a que cette sortie-là et comment tu le fais vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, dans l'esprit sportif. Toujours plus, quoi. Donc vous en avez décidé autrement. Vous dansez depuis quel âge ? J'ai commencé assez tôt finalement, à l'âge de 8 ans, mais j'ai commencé après avoir fait beaucoup de natation, beaucoup de tennis en même temps. Personne ne danse dans ma famille. Et en fait, c'est l'espace où j'ai testé mes premiers cours en contemporain. Et en fait, ça a été l'espace directement, parce que je suis dernière de ma famille, la dernière, la plus petite, où en fait j'ai trouvé ma place. Personne ne le faisait. Et c'est un endroit où, quand je parlais, on m'écoutait. Et ça a été, je pense, un peu propulseur de « Ok, j'ai de l'espace ici pour pouvoir m'affirmer et pour pouvoir continuer à faire grandir et faire mes propres choix. » Et ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, ça m'a... Même dans ma carrière, mon parcours plutôt, très jeune, mes parents m'ont tout de suite suivie et je leur ai pas laissé le choix non plus. Et très tôt, tout le monde s'est mis à la tâche pour que je puisse y accéder, quoi. Vous dites que vous avez dû abandonner beaucoup de choses
de votre part guyanaise, juste le temps de vous acclimater à ce que vous êtes venu trouver non seulement ici dans l'Hexagone comme on dit, mais également vous êtes parti loin pour vous former aux États-Unis et puis en Israël en particulier. Pourquoi le choix de ces territoires-là d'abord? La France, premièrement, c'est forcément, et c'est difficile à dire, mais par rapport à notre histoire, que ce soit pour les études aussi, il faut partir. Il y a un moment où en fait il y a aussi une limite qu'on peut sentir sur le territoire par rapport aux moyens, et que ça soit dans un parcours beaucoup plus lambda d'études où en fait tout le monde part à l'âge de 18 ans pour pouvoir continuer dans les études supérieures. Mes sœurs sont parties et c'était à mon tour de partir. Moi, ça a été beaucoup plus tôt. Et donc, ça a été comme une évidence et donc très dur pour mes parents de me laisser partir à l'âge de 14 ans quand même. Donc, je les remercie pour ça, la confiance quand même. Après, j'étais quand même assez obsessionnelle. Donc, il y avait une ligne de conduite qui a été faite aussi, une éducation par la danse qui s'est mise en place assez tôt. Par rapport à New York, à Alvin Ailey plus précisément, c'est aussi, je pense, des restes de notre éducation en danse en Guyane, où en fait c'est une compagnie de danse puis une école qui est basée sur le fait que ça a été un des premiers ballets noirs au monde, avec des figures comme Yannick Lebrun qui évoluent là-bas et qui motivent et qui inspirent énormément. Donc en fait, sincèrement, ça a été un peu le seul chemin que je me suis accordé de rêver. Et il fallait que j'aille voir. Il y avait un rêve pour moi de pouvoir évoluer à New York. Et en fait, en arrivant là-bas, j'ai eu un peu une énorme désillusion avec une école qui a une formation exceptionnelle, très technique et qui forme des corps assez excellents. Et en fait, en y allant tous les jours à 8h du matin pour faire mon cours de classique, j'ai eu cette grosse désillusion de c'est pas du tout ce qui me convient. Je me sens pas épanouie forcément dans ce qui est proposé. Et donc, un rêve qui se brise en rentrant en France par la suite et en décidant de rester en France, à me former au pôle supérieur et puis en parallèle à l'université Paris 8 pour assurer mes parents également avec une licence en art du spectacle. Voilà, et puis un jour, une audition, parce que j'étais assez pressée, très vite pressée, assez en avance aussi par rapport à mon âge. Ma première année d'études, j'ai commencé déjà à faire des auditions pour commencer à travailler, quoi. J'avais à peine 18 ans, ce qui est très très jeune. Et je fais la rencontre du Kibbutz Contemporary Dance Company en Israël, où je tombe amoureuse complètement à cette audition de la manière dont le corps est appréhendé. Mes parents me regardent de travers. Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? C'est quoi ça? Pourquoi? Mes directeurs d'études aussi qui refusent que j'y aille, et je décide de quitter ma formation. Et ils me disent que non, c'est pas possible. Donc je commence à faire des lettres de motivation à mon entourage, à aussi mes directeurs, en disant que c'est exactement là où je dois être en fait, et que je souhaite qu'on me laisse cette opportunité-là. Ils acceptent, j'y vais. Et là, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur assez fort, déjà par rapport aux danseurs que je rencontre qui viennent du monde entier. On était d'une vingtaine de pays différents, donc la différence devient du coup une force. Et tu commences à te centrer un peu sur ton corps et tes capacités. J'ai beaucoup découvert par rapport à ce sujet-là là-bas. Et puis il y a aussi cette histoire-là de ce pays qui est régi par tout l'aspect politique et religieux, assez intense. Et en fait, ça se ressent dans le corps. Ça se ressent dans le corps des danseurs, où en fait le corps devient politique, le corps devient parole, langage. Et en fonction de ce que tu as à dire, ça devient un discours. Et ça me porte aujourd'hui énormément sur la manière dont j'appréhende l'improvisation en tant qu'interprète et aussi en tant que chorégraphe. Qu'est-ce qu'il y a à raconter, d'où ça vient, sans chercher à être forcément littéral, mais on a une histoire qui nous est propre et qui est une énorme richesse et qui peut être une grosse source d'inspiration sur la construction de ton corps, sur ta musculature, sur tes postures, sur tes temps d'arrêt, sur tes regards, sur ton rapport à l'espace. Qui aujourd'hui m'inspire beaucoup. En fait, la première vraie pièce chorégraphiée de Johanna Malédon, c'est une pièce qui s'appelle Afal, réalisée pour 21 danseuses dans ce cadre-là. Ça fait quoi de tout d'un coup alors soit de se voir charger, soit de se charger soi-même d'une première création. Encore une fois, c'est pas uniquement le corps là, et il faut voir tout, il faut voir l'ensemble. Et puis 21 danseuses comme ça pour un premier spectacle, ça doit être assez particulier. C'était quoi les sensations de Johanna Malédon à ce moment-là? Une énorme excitation.
de vivre aussi en communauté. Un kibbutz, c'est un endroit où on vit H24 avec tout le monde. C'est comme une sorte de petit village où en fait tout est à disposition. Donc il y a vraiment cette notion de communauté et de vivre ensemble. Et en fait, il m'est apparu assez naturel de travailler avec toutes les femmes de cette communauté-là, de réunir et de... Et dès le départ, je me replonge dans Rafale, c'était un rapport à l'espace et de comment elles étaient constamment en train de courir au plateau et de modifier l'espace et de s'accorder pour ça et de se sentir. Et il y a une amorce là de à la fois l'envie de travailler avec des corps féminins pour mes premières vraies pièces à bientôt. Et 40, et puis finalement titre provisoire aussi. Et puis de questionner ce rapport au groupe et à l'individu, comment l'individu trouve sa place grâce au groupe et comment le groupe trouve sa force par les individus et comment trouver une place, comment trouver sa place dans ça. Et c'est en Israël aussi qui a donné les prémices de ce qui sera donc celui qui là vous venez d'appeler le premier vrai spectacle qui s'appelle À bientôt. Pareil, là du coup on a la translation Israël, retour en France. Évidemment en changeant, j'imagine, peut-être de lieu d'exécution, ce que vous aviez imaginé ou les prémices de ce que vous avez imaginé en Israël, a pris une autre forme et a dû se transformer avec ce premier vrai spectacle appelé À bientôt. Donc ça vous fait plein de premières fois en fait pour démarrer. Fois, ouais. Que des premières fois. Vous aimez bien ça, repartir un petit peu à zéro, casser ce que vous avez fait avant pour repartir sur d'autres bases. On sent que effectivement il y a des filiations. C'est toujours des corps que vous orchestrez, si j'ose dire, mais on sent quand même une patine différente parce que les histoires que vous racontez dans ces spectacles sont différentes. Donc je vais les reciter: À bientôt, puis 40, puis celui que vous tournez actuellement, notamment en 2025, qui s'appelle Titre provisoire. Mais ça redémarre à chaque fois une nouvelle aventure pour vous. Ça redémarre à chaque fois une nouvelle aventure et puis récemment je me suis aussi rendu compte que les pièces que je crée sont forcément ancrées sur ce que je suis en train de vivre. Il y a en fait l'envie de poser un corps, des images, des mots, un objet qui reste sur des sensations et des émotions que je peux vivre sur le moment. À bientôt, ça a été un retour en France, forcé, parce que je me sentais très très bien en Israël, mais voilà, les conditions politiques et aussi le rapport à la religion ont fait que je n'ai pas pu rester et avoir le visa aussi. Et j'ai ressenti à nouveau un arrachement encore à une terre qui m'est familière, qui me semble familière. Et ce rapport-là au départ m'a beaucoup impactée et j'ai eu envie d'en faire quelque chose et de traiter ça comme un deuil. Et comment un départ, c'est la fin d'une histoire, mais le début aussi d'une autre. D'où le à bientôt et pas au revoir. Exactement, d'où le à bientôt, de revenir. Exactement. C'est pas un point final, c'est une plateforme, un tremplin pour aller encore ailleurs et recommencer encore et encore. Et 40, bien entendu, ça a été une rencontre avec l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, où j'ai pu évoluer aussi en tant que chorégraphe plutôt sur ce territoire-là, qui m'a beaucoup rappelé la Guyane, qui m'a beaucoup rappelé la multiculturalité aussi. Et puis ces corps que j'ai pu rencontrer qui sont impactés par leur environnement, la chaleur, le lâcher-prise, le rapport au temps qui est démultiplié par rapport à notre rapport au temps aussi en France. Et j'ai eu envie de travailler sur qu'est-ce que sont ces corps impactés par cet environnement-là et dans quel état ça peut nous mettre. 40, ça a été une création très intense, très stressante aussi, parce que ça a été le moment aussi où j'ai pu être nommée artiste associée à un centre chorégraphique national, celui du Havre, du coup très jeune, à ma deuxième création. Et à la fois confrontée à mon envie de prendre le temps et puis en fait à un rôle qui te demande d'être hyper réactive, performante et douée, qui te demande de l'être. Et parfois ça pêche un peu et puis il y a eu Titre provisoire, une envie de pouvoir me retrouver justement dans mon écriture, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et faire un rappel sur les expériences que j'ai pu avoir en tant qu'interprète et les personnes que j'ai pu rencontrer et les mots qu'on peut être posés sur moi.
Johanna Malédon, je vous ai demandé, comme à nos autres invités, de sélectionner 2 titres à partager avec nous, dont on va entendre les extraits, et le premier dans un instant. Justement, votre premier choix s'est porté sur Maya Andrade. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi ce titre que vous allez nous rappeler dans un instant, et puis voilà ce qu'il représente dans votre univers à vous? Tankalakatan, qui est en créole capverdien. Mayra Andrade, c'est une chanteuse dont j'ai découvert le travail à travers le Color Show, l'émission qui a invité des artistes. Et ça a été un moment juste après mon premier contrat en danse, où je suis partie plusieurs mois de chez moi. Et il y a eu encore un retour et une sensation de vide ultime. En fait, la musique parle de la maison, d'une maison qui est complètement vide et qu'il faut remeubler et qui ne trouve pas forcément sa meilleure configuration et comment construire et recommencer. Et j'ai aimé en fait la percussivité. Ça se dit, percussivité ? Je sais pas, mais là en J'aime l'occurrence, bien. on aime bien et on va adopter le terme. La percussivité des mots, Tankalakatan, qui résonne avec moi, le côté aussi justement percussion, le rapport à la créolité beaucoup, le rapport au créole, et puis cette mélodie là en portugais qui a un gros côté saudade qu'on peut retrouver beaucoup dans la culture aussi brésilienne. Et cette artiste, elle me touche parce qu'elle parle énormément du départ et de comment on se construit loin de chez soi, comment on se construit loin de sa culture, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on décide de mettre de côté. Et ouais, elle me fait pleurer à chaque fois, cette dame. On va en écouter un extrait et je vais demander à la DJ Johanna Malédon de nous redonner le nom de l'interprète et le nom du titre avec son accent capverdien bien meilleur que le mien. Tankalakatan de Mayra Andrade. De retour auprès de notre invitée du jour, Johanna Malédon, danseuse et chorégraphe. Je voudrais qu'on parle un peu plus de ce spectacle qui est en cours de tournée. Titre provisoire, 3e spectacle signé Johanna Malédon. Vous disiez tout à l'heure que ça vient marquer une forme de synthèse, vous disiez tout à l'heure, si je traduis un peu, vous rassemblez beaucoup d'éléments que vous avez instillés dans vos 2 premiers spectacles. Et il y a une forme peut-être, oui, c'est ça, de bilan, de synthèse, de conclusion avec ce spectacle-là. Exactement, c'est un spectacle qui voit le jour après 5 années d'évolution dans le monde chorégraphique et artistique, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'est un solo qui apparaît un peu comme une évidence et un besoin. En arrivant en France, il y a eu l'envie de m'adapter au maximum, d'effacer un peu tout ce qui me mettait en position de différente, d'autres choses, de venant d'ailleurs. Et je m'y suis vraiment attelée à ça, d'essayer d'être la plus performante possible pour qu'on ne puisse jamais ou au maximum me rappeler ma différence. Et en fait, malgré ça, il y a eu forcément des épisodes, parce que on l'est tous différents, où il y a eu des choses qui m'ont beaucoup plus marqué ces dernières années en tant qu'interprète, ou par exemple un chorégraphe qui me demande d'improviser avec le bassin, et donc je donne ma vie, et donc j'improvise pour tester, on est en résidence. Et il me dit, ah ouais, non, on va tout de suite dire la noire qui bouge ses fesses. Et là, tu te dis, en fait, après plus de 20 ans dans ce métier, c'est ce qu'on voit en premier. Tu te dis, ok, donc je porte aussi des choses que je souhaite effacer, mais en fait, elles sont là. Donc, me mettre autant d'énergie pour pouvoir mettre ça de côté, est-ce que c'est vraiment efficace ? Et j'ai envie d'en parler de ça. Des mots qu'on peut nous attribuer, à quel point je suis d'accord ou pas, à quel point
je suis responsable aussi ou pas, parce qu'il y a aussi des expériences où en fait tu te rends compte que tu portes malgré toi des choses et que c'est aussi instigateur d'envie, de parcours, de prendre des risques ou de te dire que c'est possible. Et donc tout le processus de cette pièce ça a été de pouvoir travailler avec un écran LED que j'aime bien appeler ma grosse étiquette ou alors ma poubelle à mots, que je continue encore à étoffer, qui comporte 180 mots, on m'a dit la semaine dernière quand on était en tournée, de personnes que j'ai pu rencontrer, de mots aussi qu'on peut utiliser dans notre imaginaire commun, comme banania ou bounty, ou encore des choses aussi que moi, je peux me dire sur moi ou me dire aussi sur les autres. Et en fait, d'expérimenter pendant 45 minutes ce rapport-là. Est-ce que j'en suis consciente ? Me mettre dans des situations où en fait, je ne sais pas ce qui est aussi affiché et qui a une grosse part d'aléatoire. Et ce que je préfère, c'est les discussions après avec le public et de voir ce qu'ils ressortent. Et quand tu leur dis aussi que c'est aléatoire, comment ils se rendent compte aussi qu'en fait, les chemins, ils les font eux-mêmes. Et notre responsabilité aussi en tant que spectateur et comment en fait on est amené en tant que personne aussi à vouloir mettre des mots pour pouvoir appréhender le monde et avec ce qu'on sait, avec notre éducation, avec notre culture pour pouvoir aussi peut-être comprendre ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas. Et donc Titre provisoire, c'est un solo que j'aime bien présenter comme une fuite, une énorme fuite d'identité, de mots et de définitions qui en fait m'a ramené complètement chez moi. C'est aussi parce que vous êtes guyanaise que je m'intéresse à vous. Je peux entendre ça vous freine ou ça vous nourrit, je dirais, à la fois dans votre interprétation et à la fois en tant que chorégraphe? En tant que chorégraphe, ça me porte énormément. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je trouve nécessaire, que je trouve important de donner aussi à voir, de donner des opportunités, d'avoir des espaces qui sont aussi bienveillants et où oui, il y a des critères qui sont particuliers pour pouvoir y accéder, mais qui permettent aussi d'ouvrir des voies. Et donc c'est tout cet ancrage-là dont je parle aussi et que je cherche aussi en danse qui me permettent de pouvoir appréhender les choses en étant la même personne en fait. Et non, ça me freine pas. Moi, je trouve que c'est une richesse et j'en joue. Je cherche à le développer. Je cherche à apporter ça aussi. Et où en fait, tu rencontres des personnes qui te disent mais d'où tu viens, ça vient d'où, tout ce mélange, toute cette danse. Et j'adore en parler et dire qu'en fait, mon corps est nourri de tout ça. Mais vous rêvez peut-être aussi en même temps qu'on n'en parle plus un jour, que ce soit juste Johanna Mallédon, qui soit vue. Et dont le travail soit vu en tant que chorégraphe? Je sais pas. Cette particularité, maintenant, peut-être vous est nécessaire, alors, si j'entends. Elle m'est précieuse. Elle m'est précieuse parce que, par manque de visibilité, de connaissances, par tous les problèmes aussi politiques qu'on peut connaître aussi de méconnaissance de ce territoire et qui mettent aussi des artistes guyanais, ça c'est un gros sujet, dans des situations assez précaires, voire un désert complètement culturel. Donc pour moi en fait il y a à la fois peut-être un truc utopique de vouloir être d'espérer en fait être à des endroits par rapport à mon travail et que mon travail en fait est nourri aussi de mon territoire, qu'en fait ça soit quelque chose qui soit assez vertueux comme cercle où j'aurais aimé moi connaître et rencontrer aussi des personnes qui viennent de chez moi et pouvoir m'appuyer aussi beaucoup plus pour pouvoir me développer et d'en parler et que ça soit aussi reconnu dans différents secteurs. Et je trouve ça important, mais que ce ne soit pas une étiquette qui permette d'accéder à des endroits juste parce qu'on doit donner une place à... Ça, c'est quelque chose qui me rend triste, très triste. C'est l'heure de votre deuxième choix, Johanna Mallédon, deuxième choix musical pour cette nouvelle pause. Voilà, là je vous vois tapoter votre cœur de votre main, parce que là on va évoquer Nina Simone avec ce titre Sinnerman. Alors je sens que c'est un morceau qui vous est cher. Dur à expliquer. C'est un morceau par Nina Simone. Nina Simone, c'est Nina Simone. C'est une artiste qui est viscérale, qui est énervée et qui est douce et qui est tout et rien à la fois, qui ne correspond à aucun code, qui
qui existe par son talent et qui est reconnue aussi pour ça, par rapport à sa voix à proprement parler, mais aussi par rapport à son discours. C'est une femme qui a été présente à plusieurs moments dans mon parcours, qui a été présente quand je suis arrivée en France et que j'ai eu ma première opportunité d'être interprète pour un chorégraphe, et sa musique était Summertime de Nina Simone aussi, que je connaissais à peine. Il y a le rapport aussi au jazz. J'ai une formation qui est vraiment liée à la danse jazz, où du coup toute sa musicalité aussi me parle. Et puis Nina Simone, pour moi, c'est un peu une maman, c'est un peu un pilier, un chemin, un état d'esprit qui est percutant, mais qui est aussi mauvais élève, complètement libéré, politique, vulnérable à la fois, voilà. Allez, on en revient tout doucement à Nina Simone avec ce titre Cinnamon dont on va écouter un extrait, c'est le choix de Johanna Malédon. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil all on that day. So I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried power. L'oreille a du goût. Retrouvons Anne Bonneau et sa propension à mettre du goût dans nos oreilles avec les souvenirs d'enfance et les saveurs qui émoustillaient les papilles. Cette fois-ci, c'est Gilbert Pugnat qui se remémore le moment tout particulier de la demande en mariage à La Réunion. Une tradition qui a perduré. Souvenir. Quand il s'agissait de mariage, tout ça, quand un garçon venait faire la cour, j'ai vécu ça, ça j'ai vu faire. Tu l'as conduit là-bas, et puis tu lui offres la bière, la limonade, et tu lui parles, voilà. C'est toute la cérémonie. Ce garçon qui va revenir tous les dimanches avec un paquet de gâteaux qui monte de Saint-Pierre pour toute la famille. Là, c'est la cour, vraiment. Et tu vis ça, on l'a vu. Il venait faire demande en mariage. Parfois, il y a la famille qui venait avec. Ah ouais. Parce que le gars, il arrive là avec dents en or, tout ça. Ah oui, on a vu, les gars, ils rient par côté extrêmement dents en or. Petit chapeau à la Eddie Constantine. Ah oui, petit costume, petit linge, quoi, tu vois. Et le gars qui vient avec, il dit, c'est un bon garçon. Voilà, lui, il a une bonne situation, bon, si, bon, ça. Tu sais pas mentir, il ne te croira pas. J'ai réécrit pour Annie, pour ma belle-mère, quand j'ai fait la demande en mariage. La chose disait, Madame René, m'a la passe devant de case. M'a la vu une fleur être un éclore. Aujourd'hui, me l'est venue pour cueillir la fleur. Et là, c'est sérieux, elle rigole pas là. They've used the phrase, I love you. Et tu vois la grand-mère qui dit, eh bien, mon enfant, tout ça, mais est-ce que vous en avez du fumier pour entretenir cette fleur? L'oreille hardie. Patrice et Lydie Kozak. C'est la fin de ce moment tout doucement, Johanna Malédon. Pour finir, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver la danseuse et chorégraphe, la chorégraphe et danseuse Johanna Malédon? Quels sont les rendez-vous prochains que vous nous fixez, où on pourra vous retrouver? Eh ben, les rendez-vous prochains sont à la fois au CCN de Roubaix avec le Banquet des Merveilles du côté de Mulhouse et Fréjus et Martigues. Également en tant qu'interprète pour Léo Lérus avec la pièce Gounouge à Malakoff, Sartrouville et Aubusson. Tout ça, c'est le mois de mai. Et puis prochainement, et ça c'est une petite fierté, c'est ma première pièce À bientôt, qui sera reprise par le ballet Tanzmünster en Allemagne au début du mois de juin. Voilà. Et encore un peu plus loin, vous serez présente au Festival d'Avignon avec quelle pièce, Johanna? Au Festival d'Avignon avec le solo Titre provisoire du 10 au 20 juillet au théâtre L'Atelier, donc La Manutention,
en collaboration avec le CDCN Les Hivernales. Et c'est un gros défi pour moi là de pouvoir performer cette pièce une dizaine de fois. C'est une pièce qui me demande énormément personnellement. Et à replonger aussi dans des sensations qui sont des fois très intenses et qui me mettent dans une position de vulnérabilité. Et donc j'ai hâte de pouvoir me confronter un peu plus au public divers et varié d'Avignon. Voilà. Je termine une question. Je vous ai entendu dire aussi que vous n'aimiez pas terminer les choses, vous n'aimez pas qu'elles s'achèvent, ou alors en tout cas qu'elles soient définitives, c'est ça ? Exactement. J'ai un problème avec les fins et les au revoir. Et je trouve en fait une porte de sortie en me disant qu'elles restent, elles vivent en nous encore, toutes ces choses, toutes ces expériences, toutes ces rencontres, et nourrissent ce vase-là que je vois comme corps avec plein de petites gouttes qui viennent ornementer notre parcours. Donc non, je déteste les au revoir, je garde tout en tête et en même temps j'ai une mémoire très courte. Je vois un peu la vie comme un cycle, il y a toujours des cercles dans mes pièces, on me l'a dit, mais il y a toujours ce rapport-là au cercle. Est-ce qu'il y a la proie ou le chasseur ou la fuite ou la fugue ? Il y a un rapport aussi à ça que j'aime bien, pouvoir changer de place, revenir, repartir, décider de laisser du temps ou sauter dedans direct. Voilà. Alors je ne vous dis pas au revoir, Johanna Malédon, je vous dis à bientôt ou bien à tout à l'heure, jusqu'à la prochaine rencontre, jusqu'à la revoyure. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à ce micro de l'Oreille Hardie pour mettre vos mots, vos pas de danse, votre geste dansé et chorégraphié, comme je le disais au début, dans nos oreilles cette semaine. Qu'est-ce qu'on dit pour la suite, comme à tous les artistes, merde par exemple ? Allez, on dit merde et on dit aussi de continuer à trouver du bonheur dans ce qu'on fait, essayer de ne pas perdre ça et puis pourquoi on le fait surtout. Merci encore Johanna Malédon, merci à vous de nous avoir écoutés de l'autre côté de l'enceinte. Si vous voulez réécouter cette émission, et je vous y engage parce que plein de choses ont été dites, rendez-vous sur lapremière.fr et cherchez, vous trouverez rapidement la rubrique Culture et Société dans laquelle se niche l'émission L'Oreille Hardie. Vous pouvez aussi vous rendre sur toutes les bonnes plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner à L'Oreille Hardie. Les temps sont parfois compliqués, mais peut-être qu'une petite pirouette, un pas de danse permettent de s'en sortir au mieux. N'hésitez pas non plus à mettre de la culture et singulièrement de la culture des Outre-mer dans vos vies. Restez hardis, moussaillons, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.